Pour bien réussir l'enduit, il faut se mettre deux règles principales dans la tête. La première, c'est que pour réussir l'enduit, il faut d'abord réussir le support. Parce que l'enduit, vous ne pouvez pas vous servir de l'enduit pour faire les réparations. Il faut d'abord préparer le support. Et puis l'enduit, il vient après uniquement pour... c'est vrai que ça imperméabilise un peu, mais surtout c'est pour constituer un support pour la peinture plus tard. Donc c'est pas l'enduit, c'est pas avec l'enduit qu'on répare en cas de, par exemple, de non-conformité sur le support, de planimétrie, etc. C'est pas avec l'enduit qu'on va réparer ça. Il faut d'abord travailler bien travailler son support, et ensuite, maintenant, vient l'enduit. Ça, c'est la première règle d'or. La deuxième règle principale, c'est que l'enduit se compose en trois couches. Et donc un gobiti, une couche de dressage, une couche de finition, et à chacune il y a des règles principales, etc., que nous allons voir tout de suite. Donc, la première des choses, c'est de bien vérifier le support. Donc le support, ce qu'on vérifie d'abord, c'est la planimétrie. Donc on se sert des règles, on les colle sur le mur et puis on regarde est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas de lumière, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de vide entre les règles et le support. Donc grosso modo, il n'y a pas beaucoup de vide quoi. S'il y a de petits vides, ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a de grands vides de plusieurs de centimètres par exemple, ça c'est un problème. Donc il faut vérifier d'abord la planimétrie, il faut vérifier également la verticalité. La verticalité, il ne faut pas la vérifier avec le niveau à bulle, parce que ça ne donne pas des résultats qui sont fiables, parce que c'est local, mais il faut vérifier avec le fil à plomb. Donc il faut dresser le fil de haut en bas et puis vérifier est-ce que c'est vertical et tout. Il faut également vérifier en fait l'implantation des ouvertures. Il faut, même si nous sommes à l'état brut, même si l'enduit n'est pas encore appliqué, mais il faut vérifier que les portes, les fenêtres et tout ça, ils sont bien implantés horizontalement et verticalement. En fait, parce qu'on n'a pas beaucoup... en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est pas avec l'enduit, c'est pas avec le mortier qu'on va corriger ça, quoi. Donc, il faut que l'implantation, elle soit déjà correcte. Il faut vérifier également par rapport à l'implantation des boîtiers électriques. Donc il faut s'assurer que l'électricien il a laissé ici par exemple, donc il faut vérifier que l'électricien il a laissé en fait une épaisseur suffisante, parce que ça il faut plus tard que ça devienne ara avec l'enduit. Donc il faut s'assurer que les boîtiers sont posés correctement, sinon il faut les sortir un peu, parce qu'il faut laisser l'épaisseur pour l'enduit, parce que quand l'enduit il est appliqué, il faut que ça devienne comme ça quoi. Donc ça il faut le vérifier. De manière générale, de préférence, il faut également vérifier l'emplacement des boîtiers électriques par rapport au plan architectural. C'est pour ça qu'en fait, il vaudrait mieux dresser le fil, le trait de niveau à 1 mètre fini. Donc 1 mètre fini, ça veut dire 1,7 m ou 1,10 m, si on prend en considération l'épaisseur du revêtement qui vient plus tard. Et donc avec ça, on peut faire une vérification rapide de l'emplacement des prises électriques, surtout verticalement quoi. Est-ce que l'implantation elle est correcte, parce que sinon on serait obligé de les décaler plus tard. Donc voilà, donc de manière générale, dans un premier temps, il faut vraiment vérifier que le support il est nickel. Donc le support il est prêt maintenant pour recevoir l'enduit. Maintenant, l'application de l'enduit, elle se fait. D'abord, il faut vérifier également une autre chose. Il faut vérifier parce que certainement il y aura peut-être des voiles, il y aura en tout cas des éléments en béton. Donc il faut vérifier que tous ces éléments-là ils sont repiqués. Parce qu'on ne peut pas appliquer l'enduit directement sur... voilà, là par exemple j'ai arrêté l'enduit parce que c'était pas repiqué, donc voilà. Donc l'entreprise est en train de repiquer. Voilà, c'est la même chose ici. Ici ça n'a pas été fait, donc l'entreprise elle va refaire. Donc il faut vérifier que tous les éléments en béton qui vont recevoir le crépi, il faut vérifier qu'ils sont repiqués. Parce que si c'est pas repiqué, l'enduit qu'on va appliquer ne va pas s'accrocher correctement. Ça va fissurer par la suite. Donc il faut que tous les éléments soient repiqués, ou alors que l'entreprise elle va utiliser un produit d'accrochage. Mais généralement ils n'utilisent pas, donc c'est mieux de repiquer les éléments, comme ça on est tranquille. Juste une petite précision. Au cas où il y a un faux plafond qui est prévu, bon, c'est pas la peine de monter
les enduits jusqu'au plafond. Donc voilà, on peut arrêter par exemple l'enduit sur la partie supérieure. On dépasse le niveau du faux plafond de quelques centimètres, de 5 centimètres par exemple, et puis on s'arrête. Mais il faut prendre en considération au cas où il y a un joint creux, parce que généralement, les architectes ils prévoient des joints creux sur le côté. Donc la partie supérieure de l'enduit, elle va dépasser le niveau, c'est-à-dire, ici c'est pas le cas, hein, c'est une variante complètement différente, mais au cas où il y a par exemple un faux plafond avec un joint creux sur le côté, le niveau des enduits, il faut qu'il dépasse en haut, il faut qu'il dépasse pas seulement le niveau inférieur de la partie courante, mais également le joint creux. Si par exemple c'est un joint creux de 2 cm par 2 cm, donc c'est la partie inférieure, on prend en considération 2 cm et puis on rajoute 5 cm. Donc ça va faire 7 cm par exemple par rapport à la partie inférieure. Donc c'est pas la peine de monter jusqu'en haut, quoi. Donc maintenant, dès qu'on s'assure que voilà le support est nickel, il est prêt à recevoir l'enduit, il faut procéder à une chose qui est très importante. Il faut que le support il soit propre. Propre, ça veut dire il faut que ça ne contienne pas par exemple d'emballage, parce que parfois les entreprises ou les équipes de coffrage ils utilisent parfois des morceaux d'emballage du ciment pour boucher parfois les coffrages. Et donc au décoffrage, on découvre des morceaux d'emballage, parfois des morceaux du contreplaqué ou de planches de coffrage. Donc il faut enlever tout ça, il faut que le support soit nickel, il faut qu'il soit propre. Donc il faut que ça ne contienne pas par exemple, de papier d'emballage, de morceaux de bois et même la poussière, parce qu'il faut nettoyer. S'il y a des résidus sur le support ou s'il y a par exemple de la poussière, l'enduit qu'on va appliquer par la suite aura du mal à s'accrocher sur le support. Donc il faut vraiment que ce soit nickel, il faut que ce soit propre. Maintenant, dès que le support il est nickel, vertical et tout, il est propre, donc la première opération c'est qu'on va en fait imbiber d'eau ce support. Donc on va le mouiller abondamment, donc de manière à, il faut que ce soit humide, il faut que ce soit vraiment trop humide, mais sans qu'il y ait de l'eau ruisselante. Donc c'est-à-dire il faut que c'est comme si ces briques, il faut qu'ils absorbent de l'eau, mais il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui ruisselle sur le support, parce que sinon ça va empêcher l'accrochage. L'objectif de cette opération, c'est de préparer en fait le support. Parce que les briques, c'est un matériau, c'est du béton finalement. C'est un matériau qui a une caractéristique de la capillarité. Donc au contact de ces briques avec le futur mortier, il va commencer à absorber une quantité de l'eau qui existe dans le mortier. Donc il va l'affaiblir, quoi. Et ça va certainement causer des fissures par la suite. Donc le fait de saturer maintenant le mur de l'imbiber d'eau, ça va empêcher ces éléments d'absorber la quantité d'eau ou une partie de la quantité d'eau qui existe dans les briques. Donc il faut imbiber d'eau le support. Mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas de l'eau qui ruisselle comme ça sur le support. Ensuite, on commence par appliquer la couche d'accrochage. Et la couche d'accrochage, en fait, c'est une couche très fine, hein, de 2 à 5 mm. Pourquoi 5 mm? Parce que c'est juste l'épaisseur des grains du sable. C'est un mortier qui est semi-liquide, quoi, qu'on applique avec un geste, comme si on joue au tennis, avec un geste comme ça. Donc voilà, en fait, c'est une couche d'accrochage qui sert simplement à faciliter l'accrochage entre le mortier et le support. Alors, je vais m'assurer, je pense qu'il y a une partie. Je vais voir s'il y a. C'est la couche. Non, c'est comme ici, hein, c'est comme ici. Donc c'est vraiment une couche très fine. C'est vraiment une couche très fine qu'on applique comme ça, hein, avec ce geste, avec un mortier semi-liquide, donc qui sert simplement à faciliter l'accrochage entre le mortier et le support. J'ai oublié de parler d'un point tout à l'heure. Avant de commencer à appliquer même la couche d'accrochage, il faut s'assurer qu'à chaque fois que nous avons un changement de matière, c'est-à-dire de passage du béton vers les briques, ou bien des briques vers le béton, il faut s'assurer de la mise en place du grillage.
si on met pas de grillage entre les briques, par exemple ici, nous avons un passage, ça c'est du béton, ça c'est des briques, nous avons un passage, donc là il faut prévoir un grillage. Si le grillage n'est pas fait, plus tard nous allons avoir une fissuration ici. Donc c'est la même chose. C'est pas uniquement parce que c'est un angle, mais parce que c'est pas uniquement parce que c'est un angle, mais parce que en fait on passe du béton, aux briques. Donc à chaque fois qu'il y a un changement de matière, il faut prévoir un grillage. Dès qu'on finit la couche d'accrochage, alors il faut attendre entre 2 et 3 jours avant d'appliquer la couche de dressage. Pourquoi? En fait, c'est pour empêcher, la transmission de fissures qui peuvent être causées par le phénomène du retrait. Donc il faut attendre entre 2 et 3 jours généralement. Et puis on applique maintenant la couche de dressage. La couche de dressage, elle doit avoir une épaisseur entre 8 et 12 mm en moyenne. Et de la même façon, avant d'appliquer la couche de dressage, il faut mouiller abondamment la couche d'accrochage. Donc pour le même principe, parce que si on applique directement une partie de l'eau contenue dans la couche de dressage, elle va être absorbée par la couche d'accrochage. Donc il faut mouiller abondamment, toujours sans qu'il y ait de l'eau qui ruisselle sur le support. Et puis voilà, et puis par la suite vient la couche de finition. Alors la couche de finition, elle a une épaisseur entre 5 et 7 mm. Et de la même manière, mais on n'applique pas directement, on attend voilà, plusieurs jours, 4 jours, jusqu'à une semaine même si on a le temps. Et puis de la même façon également, avant d'appliquer la couche de finition sur la couche de dressage, il faut observer jusqu'à une semaine, quoi, jusqu'à une semaine. Pour avoir un rendu qui est vraiment nickel. J'ai oublié de parler d'une chose quand on finit la pose de la maçonnerie, on ne vient pas appliquer directement la couche d'accrochage, la première couche dont on parlait, mais il faut observer également un délai. Si on a le temps, le mieux c'est d'attendre même jusqu'à entre 3 semaines et 4 semaines, de manière à ce que les mortiers seront suffisamment durcis, etc., avant de commencer à appliquer la couche d'accrochage. Maintenant, à chaque fois qu'on finit, il ne faut pas arrêter. Il faut pas arrêter d'arroser le mortier. Surtout si on travaille dans un climat qui est chaud, il faut continuer à arroser notre mortier pour que ça tienne confortablement, quoi. Une attention particulière doit être faite concernant les enduits extérieurs. Pourquoi? Parce que les enduits intérieurs, à la limite, généralement c'est de petites hauteurs. Si c'est par exemple c'est une résidence, une maison, un immeuble, etc., les enduits intérieurs, ils vont avoir des hauteurs de 2,80 m, de 3 m, peut-être 3 m et quelques, mais ce n'est pas de grande hauteur généralement. Par contre, pour les enduits extérieurs, sur les façades, on peut avoir, si c'est un immeuble par exemple, un R+10, on peut avoir des panneaux qui peuvent avoir des hauteurs, des panneaux continus qui peuvent avoir des hauteurs de 30 voire 40 mètres. Donc au moindre défaut, ça va se voir facilement sur la façade. Donc si vous faites partie de l'entreprise, il faut affecter les meilleurs maçons que nous avons sur chantier. C'est les meilleurs maçons qui doivent faire la façade. Bon, si vous faites partie de l'entreprise également, évitez d'appeler l'architecte, parce que quand la façade elle est exposée au soleil, tous les défauts se voient rapidement, quoi. Elles peuvent être repérées très facilement. Donc vous avez très peu de chances pour que l'architecte il accepte en général une réception de la façade. Donc si vous faites partie de l'entreprise, évitez d'inviter l'architecte pendant une plage horaire pendant laquelle la façade elle est exposée au soleil. D'ailleurs, quand la façade elle est exposée également à des projecteurs par exemple, c'est la même chose. Tous les défauts se voient très très facilement. Gardez en tête que les enduits, c'est un peu le début des travaux de finition. Donc c'est ce qui va se voir par le client final. Donc ça vaudrait vraiment le coup de faire une attention très particulière et vraiment de n'épargner aucun effort pour que le rendu soit correct, quoi. Parce que c'est un peu le rendu final, quoi. Donc c'est vraiment un travail très important.